Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Merci de nous retrouver pour votre rendez-vous du débat économique de chaque mercredi. Merci de nous suivre sur votre chaîne et sur les réseaux sociaux. Cette semaine, on ne vous parle pas d'un événement de l'actualité, on vous parle d'un souci du quotidien de beaucoup d'Algériens. Il s'agit de l'emploi. Vous êtes nombreux à chercher du travail, à chercher le bon poste d'emploi ou à maudire chaque jour que fait le boulot que vous faites. Selon les statistiques, vous êtes de plus en plus nombreux à quitter votre travail ou à refuser les postes que vous proposent les agences d'emploi publiques ou privées. En avril dernier, et selon l'ONS, plus de 400 000 travailleurs ont perdu leur travail en moins d'une année. Sur une population de plus de 1 300 000 personnes, plus de 46% des chômeurs ont quitté leur travail au cours des 2 dernières années. Et ce n'est pas tout, vous êtes aussi nombreux à être ni chômeurs ni véritablement employés. 400 000 employés recrutés dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle attendent toujours d'être insérés. La plupart des travailleurs sont dans le secteur administratif public, bien sûr. Alors, que fait la politique d'insertion professionnelle riche, telle que présentée, pour endiguer cette situation? Les personnes sont là et bien placées pour répondre à ces questions. Les entreprises sont également pointées du doigt. Elles appartiennent également à ce circuit. Quel est le rôle pour faire en sorte que l'insertion professionnelle se fasse telle que l'attendent les Algériens? Voici donc notre sujet. Nos invités ce soir sont Monsieur Salah Eddine Abdesmed. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du FCE, l'un des vice-présidents du FCE et le président de la CNC-PME, le Conseil national consultatif de la PME. Merci d'être avec nous. Monsieur Fodel Zedi, bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Vous êtes le directeur général de l'emploi au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Monsieur Nadir Cherouk, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président de la Confédération algérienne du patronat, chargé du dossier emploi et formation. Et merci d'être là. Merci. Et enfin, monsieur Djamel Abdelkader, bonsoir. Et merci d'accepter notre invitation. Vous êtes consultant expert en relations du travail et vous êtes directeur du cabinet Training et Développement. Merci d'être avec nous. Merci. Avant de commencer le débat qui porte donc sur la politique d'insertion professionnelle, je vous propose de faire le point sur les dernières informations, les derniers chiffres qui ont été donnés dans ce domaine. Écoutez donc un compte-rendu sur les dernières données annoncées par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale sur le bilan du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle. Il en a rendu compte lors d'une dernière récente rencontre des directeurs de Wilaya. On revient tout de suite après. Plus de 407 000 jeunes bénéficient du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, DAIP, censé leur permettre d'intégrer de façon permanente le monde du travail une fois leur contrat parvenu à terme. En 2019, ces bénéficiaires seront prioritaires dans les opérations de placement classiques sur le marché de l'emploi, à en croire le ministre en charge du secteur. Il y avait des ateliers auxquels ont pris part les différents cadres du secteur afin de mettre en place une nouvelle stratégie contre cette problématique de l'emploi, particulièrement pour les jeunes insérés dans le cadre du DAIP. Une stratégie qui a permis de prendre en charge 2 millions de jeunes. Et 11 ans après son lancement, 1 700 000 jeunes ont été insérés à titre permanent dans les différents modes disponibles au sein du marché de l'emploi ou créer des postes de travail grâce à leur entreprise. À noter que 75% des opérations d'insertion dans ce dispositif ont été enregistrées dans le secteur économique et que 735 milliards de dinars ont été alloués à la mise en œuvre de ce dispositif depuis sa création. Des efforts sont par ailleurs consentis en vue de trouver les solutions adéquates aux bénéficiaires du DAIP qui relèvent du secteur administratif, où l'insertion est quelque peu difficile. Un programme spécial portant sur l'insertion de plus de 14 000 primo-demandeurs d'emploi dans les différents services administratifs a en outre été adopté en faveur des communes du sud du pays qui souffrent d'un grand manque d'opportunités d'emploi, notamment en raison de la faiblesse du tissu économique dans ces zones. En dépit des progrès positifs enregistrés en matière d'emploi, le taux de satisfaction des offres d'emploi déposées dans le cadre du placement classique est estimé à seulement 73%. Par ailleurs, de nombreux demandeurs d'emploi ont refusé des offres d'emploi en raison des salaires peu attractifs et par appréhension du secteur privé. Dans le cadre de ce dispositif, les entreprises étrangères en charge de la réalisation de projets au niveau de chaque wilaya
sont appelés à contribuer à la formation de la main-d'œuvre locale et participer ainsi à la création d'emplois et à la résorption du chômage. Merci à Bouchra Bouali pour ce compte rendu qui ramasse les dernières informations apportées par le département ministériel du Travail au sujet du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, dont on attend beaucoup de choses. Récemment encore, le ministre l'avait dit, l'ANEM privilégiera le dispositif DAIP lorsqu'il s'agira donc d'octroyer un emploi. Alors, première question pour vous, Fodel Zaidi, quelles sont les attentes en termes de placement, d'insertion, selon le DAIP, sur le court terme? Merci madame, merci pour l'invitation qui nous a été transmise. Je crois qu'avant de parler de déplacement, du DAIP, il faut d'abord revenir un petit peu en arrière. Donc ce dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, c'est un élément. C'est un élément de l'axe du plan d'action pour la promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage qui est consacré à la politique de promotion de l'emploi des jeunes. Donc c'est le DAIP, le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, lui s'occupe de l'insertion dans l'emploi salarié. Des primo-demandeurs. Des primo-demandeurs d'emploi âgés de 18 à 35 ans dans le cadre de l'emploi salarié. Il y a un autre aspect de la promotion de l'emploi des jeunes qui lui a trait à l'encouragement de l'entrepreneuriat. Pour ce qui est du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, il faut rappeler que le fondement de ce dispositif, c'est une approche strictement économique. Il était question au départ de n'affecter les jeunes primo-demandeurs que dans le secteur économique. Pourquoi? Parce que nous savons tous que dans la fonction publique, il y a des conditions particulières en matière de recrutement. À partir du principe fondamental, constitutionnel d'égal accès à la fonction publique. Donc l'accès à la fonction publique se fait exclusivement par concours. Par contre, l'affectation dans le secteur économique, dans des entreprises publiques ou privées, l'insertion durable est plus facile parce que cela relève de l'autorité de la décision du chef d'entreprise. Dès lors que le jeune a démontré ses capacités, et le chef d'entreprise ne voit aucun inconvénient à le permaniser. Donc, si on parle des statistiques de 2008, par exemple, nous n'avons inséré aucun jeune dans l'administration. Toutes les insertions... Ça, c'était au démarrage. Hein. Au démarrage. 2008, c'était le démarrage de l'opération. Voilà. En 2008 et en 2009, toutes les insertions ont été réalisées dans le secteur économique. Mais par la suite, on a voulu apporter notre contribution, si vous voulez, à la résorption du chômage dans des régions particulières, qui souffraient notamment d'un déficit en tissu industriel, et nous avons permis le placement dans des administrations. Et le problème que nous rencontrons actuellement, justement, c'est l'intégration durable des jeunes qui sont dans le secteur administratif, qui sont obligés de passer par le concours pour être permanentisés. Quand vous parlez de régions, vous parlez des régions probablement du Sud, mais encore? Des régions du Sud, des régions du Haut-Plateau, des régions frontalières. Pour lesquels il y a un dispositif particulier, il y a un programme particulier qui a été mis en œuvre dans les zones particulières, les zones d'une manière générale qui souffrent d'un déficit en infrastructures industrielles et économiques. Donc ce qui a fait que, avec le temps, les permanisations se faisant presque essentiellement dans le secteur économique, le stock de jeunes insérés dans le cadre de l'administration est resté pratiquement statique. Oui. Ce qui fait qu'actuellement, dans le chiffre que vous avez cité tout à l'heure, les 400 000, il y a exactement 407 000 jeunes qui sont encore dans le dispositif et 72% sont dans le secteur administratif. Donc les permanisations sont un peu plus difficiles à réaliser. Est-ce que vous entendez par là que les permanisations sont systématiques lorsqu'il s'agit de placement dans le secteur économique, enfin dans le tissu entrepreneurial? Elles ne sont pas systématiques. Il faut rappeler que la philosophie du DAIP consistait à améliorer l'employabilité du jeune. Il y avait une condition quasi insurmontable qui était posée par les entreprises envers les jeunes primo-demandeurs, donc les sortants du système de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, c'était l'écueil de l'expérience. Cette expérience, à la sortie des établissements de formation, les jeunes ne l'ont pas. Alors, ce dispositif, pour pallier à cette exigence, met à la disposition des entreprises une main-d'œuvre pour laquelle ils ne subissent aucun coût. Oui.
Pendant une année. Pendant une année dans le secteur économique et qui est renouvelable également. Et pendant 3 années dans le secteur administratif renouvelable, de façon à ce que le jeune puisse acquérir cette expérience professionnelle et que soit il est permanisé au sein de l'établissement où il a été affecté, soit s'il n'a pas été permanisé, il peut se prévaloir par la suite d'une expérience professionnelle qu'il n'avait pas au début. Très bien. Je vous ai laissé justement expliquer aux téléspectateurs, c'était une introduction nécessaire préalable pour comprendre en quoi consiste ce dispositif. On va rentrer dans ce qui est aujourd'hui actuellement vécu, notamment par le tissu entrepreneurial. Donc la question est pour les entreprises. Je commence par vous, Nadir Chrouk. Comment vous voyez, vous appréciez ce dispositif? Est-ce que vous arrivez à reconduire les jeunes, les primo-demandeurs que vous prenez dans le cadre du dispositif? Je vous remercie encore une fois pour cette invitation, en ma qualité de vice-président de la CAP. Je tiens à relever que la CAP est notre partenaire du ministère pour en témoigner, qui œuvre dans ce dossier depuis plus de 15 ans, sachant que le président de la CAP, M. Boualem Marrakech, est parmi les fondateurs et membre du conseil d'administration du FNAC. C'est très important parce que c'est les sources financières qui permettent de ramasser pour créer de l'emploi, qui datent depuis plus de 15 ans. Et le FNAC le FNAC, c'est un fonds national pour l'apprentissage et de la formation continue, qui en ce moment qui gère des fonds assez importants et qu'on est en train on travaille avec des commissions dans la formation professionnelle et même l'ANEM et le ministère du Travail pour comment déverser cet argent qualitativement pour développer l'emploi et la formation en Algérie. Maintenant, je vous parle au niveau des 12 000 entreprises, fédérations et bureaux de wilaya au niveau de la CAP. Nous n'utilisons pas le DIAP, malgré que nous en chantons, parce qu'on le dit, on n'est pas venu pour avoir un langage de bois, parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, il y a des parents de jeunes qui veulent que leurs enfants trouvent de l'emploi. L'État, je le dis, elle est vraiment applaudie, qu'elle a essayé de trouver des solutions. Des solutions qui sont bonnes ou mauvaises, ce sont des solutions pratiques et qui devaient être évoluées. Pour les entreprises du CAP, ce n'est pas une solution. Alors, je vais vous dire une chose. On ne peut pas prendre quelqu'un à 12 000 dinars. On ne peut pas prendre quelqu'un à 10 000 dinars. On est en train, un universitaire, on le dégrade avec cette rémunération. La CAP, elle a pris des entreprises, elle a pris des employés. Et on peut vous donner des chiffres et qui prennent des salaires corrects. Ça, c'est très important pour nous. Par contre, que le DIAP, pour nous, devait être revu dans le fond et dans la forme. Qu'est-ce qui pose exactement problème? C'est, vous savez, c'est... Parce qu'au départ, c'était pour arranger les patrons, c'est bien ça. Je le dis. Faire en sorte d'employer des primo-demandeurs on n'arrange personne. Et alléger les dépenses. On n'arrange personne. Parce qu'un employeur, je le dis, l'expert, il est là, il doit être créateur de richesse. S'il prend des projets, il a dans ses charges, il mentionne les salaires de ses ouvriers. C'est très clair pour nous. D'accord. Je reviendrai vers vous. Je voudrais écouter Salah Din Abdesmod à ce sujet. Merci. Je vais un peu nuancer la position de mon ami de la CAP. Il est clair que l'État a fait énormément de choses. Alors, des dispositifs qui sont destinés aux salariats, et donc c'est un peu le sujet de ce jour, et autour de ça, plusieurs autres dispositifs qui vont dans l'entrepreneuriat, qui sont autour de la caisse de chômage ou de l'ANSEJ. Pour ce qui concerne ce dispositif-là, il est clair dans un premier temps, il faut rappeler un peu depuis 2009 à ce jour, il a subi, je veux dire, au début ça s'est très bien passé, je veux dire, les entrepreneurs l'ont utilisé. Ils ont applaudi pour deux choses, parce qu'il y a plusieurs objectifs. D'un côté, le plus important, c'est cette problématique d'inadéquation entre la demande de l'économie, de l'entreprise, et la formation qui ne vient que ce soit de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle. Beaucoup de choses ont été faites. Le Forum des chefs d'entreprise a beaucoup travaillé, en particulier avec la formation professionnelle, pour essayer d'adapter ces nomenclatures à la demande de l'entreprise, donc à l'économie, qui, je le rappelle, depuis 2009, a connu quand même une transformation assez importante. Beaucoup de filières qui n'existaient pas il y a 7-8 ans existent aujourd'hui, donc il y avait une demande importante. Et certaines filières ont disparu aussi, certaines activités, on va dire.
Peut-être, mais je vois plus de filières qui sont arrivées que... Mais ça, c'est la vie économique. Hein. Oui. Alors, sur ce dispositif lui-même, c'est vrai que l'aspect de rémunération au niveau des primo-demandeurs, quand c'est quelqu'un qui fait Bac plus 5, ça pose problème. Mais beaucoup d'entreprises ont pris leurs responsabilités pour, puisque l'option a été ouverte, de faire un complément pour faire arriver ce nouvel arrivant au niveau de l'entreprise à, on va dire, un salaire acceptable compte tenu de ses diplômes. La deuxième chose sur laquelle je pense que... Et s'engager à le garder peut-être aussi. Alors, l'engagement, là, je vais vous dire pourquoi monsieur du ministère Zaidi, du ministère du Travail, a dit quelque chose de très important. C'est le primo-demandeur va surtout bénéficier d'une formation. C'est un stage rémunéré, mais pour quelqu'un qui a son diplôme. On va le dire comme ça. Oui. Mais au bout du compte, alors là, on est dans le secteur économique. Ce poste-là est pourvu parce qu'il y a une demande économique. C'est pour ça qu'il y a plus de facilité à aller plus loin ou avoir un contrat à durée indéterminée par la suite au niveau du secteur économique par rapport au secteur administratif. Donc ce qui se passe, après un certain délai, 1 année, voire 2 ans en moyenne au niveau, vous me corrigez, mais globalement, le retour qu'on a au niveau de nos entreprises, c'est autour de 18 mois. Mais beaucoup, au bout de 8 mois, s'ils trouvent la personne, si elle remplit les conditions, si la personne déjà rentre dans le moule de l'entreprise, beaucoup confirment au bout d'une année. Surtout sur un certain nombre... Vous n'avez pas de statistiques. Hein. Je rappelle que vous représentez le Forum des chefs d'entreprise et la CNC-PME. Ne serait-ce qu'un pourcentage des entreprises de ces deux confédérations confondues à avoir opté pour avoir pris un primo-demandeur et à l'avoir gardé. Ne serait-ce que cela. Voilà. À l'issue de... je ne peux pas donner, j'ai pas de statistiques, très sincèrement, sur ce point-là, mais beaucoup d'entreprises ont fait jouer ce dispositif-là, l'ont utilisé, et au niveau certaines plages de cadres, ont permanisé ces cadres-là. Sincèrement, moi je trouve que les 2 tiers, voire 60%, des postes ont été permanisés. Voilà, les chiffres sont toujours très difficiles à avoir et pourtant ils sont nécessaires pour faire un bilan, hein, pour pouvoir savoir si ça a fonctionné, si ça a moins bien fonctionné. Je pense que c'est nécessaire et en général les patronats, ça sert aussi à ça. Alors je voudrais poser la question à M. Jamal Abdelkader. Selon vous, est-ce que le nombre d'insertions professionnelles va plutôt vers le positif, c'est-à-dire on a bien fait, ou bien est-ce que c'est simplement finalement, comme disait monsieur, ça reste une annotation dans le CV, c'est-à-dire c'est un premier pas que les pouvoirs publics aident à avoir à l'étudiant pour ensuite chercher un travail plus périn? Je vais y répondre. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je vais répondre à partir de ma position de consultant, donc qui suit un peu le monde de l'entreprise, mais je n'ai pas la position qu'ont mes amis des organisations patronales, encore moins du secteur du travail. Moi, c'est à partir de, j'allais dire, micro-entreprises. Je suis consultant très proche du monde de l'entreprise, mais à travers la micro. Mais vous permettez-moi de dire un mot juste sur ce dispositif, parce que pour beaucoup d'Algériens, ce dispositif peut paraître comme quelque chose qui soit tombé en 2009. Je dois rappeler... Tombé, c'est-à-dire tombé comme ça, créé en 2009. Non, c'est un dispositif qui vient depuis les réformateurs. Je me rappelle, c'est la problématique de la lutte contre le chômage qui avait fait du temps des réformateurs, qui avaient créé un dispositif et qui, dans les moutures, ont été à plusieurs reprises. En réalité, ça traduit quoi un dispositif de cette nature ? Ça traduit un problème lié à la lutte contre le chômage. En fait, on voulait traiter socialement, permets-moi, Faudel, de ne pas être d'accord, c'est un traitement social d'une situation ou de la lutte contre le chômage. La preuve, c'est le secteur du travail qui s'en occupe. Le secteur du travail que je chasse, c'est un secteur social, c'est pas un secteur économique. D'une part, donc c'est un moyen de lutter contre le chômage qui montrait un peu et qui continue de montrer... Mais qui touche aussi l'économie. Hein. Tout à fait. Non, c'est surtout l'économie, mais c'est une façon de lutter. Deuxièmement, c'est aussi un programme
qui révèle bien les problèmes et la crise qu'on a sur les qualifications professionnelles. En réalité, on veut compléter la formation des gens qui nous viennent du secteur de la formation ou de l'université. Si le problème de qualification ne se posait pas, les entreprises seraient fondées, l'administration serait fondée à recruter immédiatement. Mais c'est parce que ça révèle, souvent on a eu des débats à l'infini sur l'adéquation emploi-formation. Donc c'est... jusque maintenant, hein, c'est un débat tout à fait. C'est le révélateur aussi d'un problème de formation et de qualification qui se pose à l'administration, au monde de l'entreprise. C'est aussi un problème de performance. Les entreprises, le représentant du FCE l'a dit à sa façon, nous avons besoin au niveau de l'entreprise de gens qui sont performants, qui sont compétents immédiatement. Les entreprises ne sont pas des lieux de formation initiale surtout. Donc, c'est aussi... Mais alors, oui... Elles sont... Il faut bien commencer. Bien sûr, bien sûr. C'est un dispositif de lutte contre le chômage qui atterrit au niveau de l'entreprise. L'entreprise peut effectivement, via l'apprentissage, pas que via ce dispositif, via l'apprentissage également. Complémentaire. Absolument. Qui a révélé l'apprentissage dans d'autres pays. Je prends l'Allemagne, c'est un modèle pour nous. Oui. L'Allemagne utilise très fortement l'apprentissage et c'est bien. Je vois que les entreprises publiques ou privées, comme le disait Fodil, sont en train de prendre... La mayonnaise est en train de petit à petit. Mais on ne peut pas demander au monde de l'entreprise tout de suite de le faire. Alors, je voudrais aussi rappeler que dans l'esprit du DAIP, on demande au chef d'entreprise d'avoir un engagement moral. Tout à fait. Moral et social. C'est un programme d'attente, tout à fait. C'est un programme d'attente au départ pour permettre au monde de l'entreprise de redevenir performante et d'avoir plus de possibilités. Parce que moi, je le disais en marge, je disais, le lieu de création de la richesse, c'est l'entreprise, ce n'est pas un autre endroit. Et voilà un dispositif qui, pour moi, qui observe ce dispositif en application, qui a des difficultés à se mettre en place au niveau des administrations, parce que effectivement, il y a une problématique liée à l'ouverture des postes, de budgétaires, etc. Et qui, dans le monde de l'entreprise, aussi a quelques difficultés en raison de la compétition, de la concurrence. L'entreprise n'a pas pour vocation à supporter des gens qui ne sont pas tout de suite permanents. Donc il y a antagonisme. Hein. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a peut-être des réglages, des mises au point à faire sur ce dispositif, au même titre que tout le reste, toutes les mesures qui ont été créées. Fondamentalement sur la formation, moi je le dis, pourquoi, et on a posé la question à plusieurs reprises aux appareils de formation, soit l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et le ministère de la formation, pourquoi on continue de ne pas s'organiser sur la base des programmes qui sont déroulés pour former des gens pour devenir des chefs d'entreprise. Il y a un frémissement, Mais les programmes d'aide à la création des micro-entreprises, c'est un petit peu ça, hein? Oui, mais au niveau des programmes d'enseignement, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, on ne prépare pas les gens à penser autre chose que le salariat. Le master avait une petite ambition, celle d'insérer l'étudiant dans un stage. C'est ce qui m'autorise à parler de frémissement. Les choses commencent. Oui. Mais en réalité, on est aujourd'hui en train de débattre d'un sujet qui est en rapport avec plusieurs choses en même temps. Plusieurs domaines. Il ne saurait être traité uniquement sous l'angle de réponse à la lutte contre le chômage. D'accord. Si vous permettez, vous savez, ça a été toujours notre langage, et mon langage personnel. Nous sommes des pères de famille. Nous avons des enfants qui vont sortir dans le marché de l'emploi. Qu'est-ce qu'on souhaite aujourd'hui? Donner des avis, on reste dans le constat, et que chacun rentre chez lui, ou nous serons des acteurs, et que l'histoire l'inscrira, qui mettront des points, qui peuvent être un point de démarrage. Parce que nous sommes des Algériens, il n'y a pas un étranger ici. Les gens qui nous écoutent, on le sait dehors. Les gens, lorsqu'ils sortent des centres de formation, monsieur, des CFPA, des ENFS, des universités, ils sont déconnectés dans le marché de l'emploi.
Le rôle du consultant, il est en train de parler parce qu'il y a un travail de là et de là. L'entreprise, elle a des besoins, je ne dis pas, mais il y a un vide. Alors, on n'y jamais. La CAP l'a tout le temps dit, mais on le dit haut et fort. Les pouvoirs publics, ce sont nos partenaires. Je vous dis, on assiste, je suis venu moi, avec des documents qui sortent du ministère de la formation professionnelle, qui sortent du ministère du Travail, parce qu'on travaille en cohésion. Maintenant, on a un peu, ils ont pris conscience qu'il faut travailler avec les entrepreneurs, avec les organisations patronales. Pourquoi les organisations patronales et des consultants et des experts afin de donner quelque chose de palpable. Parce que je vais vous dire, actuellement, on a trouvé que, au niveau de, c'est vrai qu'on a noté, on le note, parce qu'ils doivent le savoir, tout le monde, tous nos concitoyens, que les moyens déployés par les pouvoirs algériens, l'État algérien, en termes de formation-emploi, dépassent tout le Maghreb uni. On a les chiffres, en termes de préfinancement, de tout le Maghreb uni, en termes de centres de formation, en termes d'instituts, en termes de tout ce qui est dispositif, diable, tout. Malheureusement, ce qu'il y a, il nous manque de croiser nos actions. Qu'il n'y a pas des actions unilatérales, de croiser, de juste apposer nos actions. L'idée, on va la développer tout au long de l'émission, mais je voudrais entendre également Faudel Zaidi. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un gap entre un effort de formation dense et un tissu entrepreneurial qui est en attente. Voilà. Faudel Zaidi, par rapport à cette question. Je crois qu'il faut recadrer le débat. Et pour recadrer le débat, je pense qu'il est bon de revenir à ce que j'ai dit tout à fait au début. J'ai dit que ce DIP est un élément du plan d'action pour la promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage qui constitue actuellement le fondement de la politique nationale de l'emploi. C'est clair. Ce plan d'action, il s'articule autour de 7 axes, dont le premier porte sur l'encouragement de l'investissement productif, générateur d'emplois. Et le deuxième, je reviens à ce qui a été dit par les collègues, la formation, la valorisation de la ressource humaine sur site et dans les établissements de formation, donc et l'apprentissage et la formation résidentielle. L'axe portant sur la promotion de l'emploi des jeunes ne vient qu'en 4e position. Il vient en 4e position pour répondre à une problématique qui est bien claire. Je suis d'accord avec Si Jamel pour dire que c'est le fruit d'une longue réflexion. Le DIP n'est pas tombé ex nihilo. C'est le fruit d'une analyse de tout ce qui a été fait depuis les années 80 en matière de promotion de l'emploi des jeunes. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a antagonisme entre le caractère social de cette mesure et les priorités à caractère économique? L'entreprise a besoin de faire du profit et vite, elle a besoin d'employer des gens efficaces très rapidement. Et on sent bien que les entreprises ne sont pas engagées, ne se sentent pas engagées dans cette logique qui est celle de l'État. Pardon, ce n'est pas un dispositif à caractère social. J'ai dit que c'était un dispositif qui repose essentiellement sur une approche économique. C'est un dispositif qui est venu pour répondre à des préoccupations des employeurs. Et là, pour reprendre un petit peu votre mot de tout à l'heure, on n'arrange pas les employeurs. Ils ont posé un problème réel. C'est l'employabilité de notre jeunesse. C'est la correspondance entre le profil qui est exigé par l'entreprise et le profil du sortant du centre de formation. Ce sont des préoccupations réelles. Il y a un problème là. Vous pointez du doigt le problème de la qualification des gens quand ils sortent des institutions de formation. Soit la qualification, soit l'adéquation. Tout à fait. Nous savons tous que nos centres de formation... Deux choses différentes. Mais il faut les traiter. Donc, pour répondre à ces préoccupations, pour répondre au manque d'expérience, ne serait-ce une expérience dans l'intégration dans le monde du travail, parce que l'université et l'usine, ce n'est pas la même chose. Ce dispositif répond à ces préoccupations. Le problème de compétitivité que tu as soulevé, il est également pris en charge. C'est pour ça que pour prendre en compte justement cette faiblesse de performance chez le jeune primo-demandeur, c'est l'État qui supporte les coûts salariaux pendant une certaine période, de façon à ce qu'ils puissent acquérir cette expérience et arriver à un niveau de performance acceptable. Pardon, madame. Pour ce qui est du suivi de ces employés, une fois que l'année se termine, est-ce que vous avez des chiffres sur... Bien sûr, je vais vous les communiquer les chiffres. Combien reste et je vais vous les combien communiquer les chiffres, l'entreprise bien sûr, madame. Donc,
je disais que c'est un dispositif qui vient répondre à des préoccupations réelles et objectives des entreprises. Ce n'est pas un cadeau que nous faisons aux entreprises. C'est un dispositif visant à prendre en charge par l'État des contraintes que rencontrent les entreprises eu égard à la qualité de la formation, à l'adéquation entre les profils de formation et les exigences du marché du travail. Il faut dire que c'est un dispositif qui s'adresse à toutes les catégories de jeunes, du diplômé aux sortants de la formation professionnelle et aux sans qualification. L'aspect formation aussi, ce dispositif le prend en charge. Nous avons le contrat formation-emploi. Justement, si la formation acquise par le jeune ne correspond pas exactement à ce qui est demandé par l'entreprise, l'État prend en charge pendant 6 mois une formation d'adaptation complémentaire de façon à ce que le jeune puisse compléter sa formation et répondre au profil. Exactement. Excusez-moi, on est sur terrain. Vous nous parlez, on vit cette difficulté en tant qu'opérateur. Vous savez qu'au niveau des centres de formation, lorsqu'on les appelle, on leur dit « envoyez-nous vos stagiaires ». Monsieur, on n'a ni transport, on ne peut pas assurer le stagiaire lorsqu'il quitte le centre de formation. Il y a des problématiques techniques qu'il faut qu'on arrête de parler. Je vous ai dit, et on le reconnaît en tant qu'Algérien, l'État algérien, on le reconnaît haut et fort, a donné tous les moyens que personne n'a donné à sa jeunesse. Sauf que, il faut que maintenant, il y ait une remise en question pour que ça soit qualitative. Et on le dit haut et fort aussi, la CAP, on travaille ensemble sur des dossiers. Actuellement, c'est vrai qu'on reçoit les cadres de l'ANEM, les cadres dont la CAP participe à 0,45% au niveau de budget. Maintenant, on le dit parce qu'on participe. On veut parler parce qu'on participe. C'est clair, les jeunes ont besoin d'être formés correctement. Exact. Au niveau de... On l'a dit, moi, une occasion, je l'ai dit même à la ministre du Travail, je lui ai dit, ouvrez-nous des établissements scolaires, on vous place des ateliers à l'intérieur des établissements pour que les personnes, pour que les jeunes apprennent... Ce problème d'adéquation, formation-emploi... C'est très important. C'est très important, effectivement, mais je regrette de vous le dire. Il y a un conseil de partenariat qui regroupe l'ensemble des secteurs avec les administrations, et c'est là-bas que se discutent ces problèmes d'adéquation formation-emploi. C'est les formations à la carte, les nouveaux profils qui apparaissent sur le monde du travail. Nous, on est en étroite relation avec la formation professionnelle, puisque c'est nous qui gérons le marché du travail. Et on nous demande des profils que nous n'avons pas dans nos fichiers. Et combien de formations vous avez pu mettre en place justement, pour répondre aux attentes? J'allais y venir. Ce CFE, ce contrat formation-emploi, qui permettait de corriger un petit peu cette inadéquation. Je m'excuse de le dire, mais les entreprises ne se bousculent pas pour en profiter. À tel point que maintenant nous essayons de voir dans quelle mesure on peut Pardon madame, je continue. Rapidement, pour que tout le monde puisse parler et de manière équitable. Il ne faut pas. La politique de l'emploi, ce n'est pas le DIP. On n'a pas jamais dit. Ça fait partie du sujet. Voilà, on a commencé par parler de ça parce que c'était le thème. Le DIP, c'est une petite contribution des pourvoirs publics pour répondre à des préoccupations bien précises. Et qui répond à des attentes aussi. Parce qu'à côté, madame, il y a des placements classiques qui s'opèrent. Il y a l'Agence nationale de l'emploi qui gère le marché du travail. On va en parler. Justement, il y a, durant les 9 mois de septembre, nous avons pratiquement 270 000 demandeurs d'emploi qui ont été insérés par l'Agence nationale de l'emploi. Si je les compare aux 37 000, 38 000 placements dans le DIP durant les 9 mois, vous voyez que l'accent est mis sur le placement classique. Maintenant, au niveau du DIP, nous avons des permanisations. Monsieur le ministre a parlé de 1 700 000. 1 700 000 sur 2 126 000 jeunes qui ont bénéficié du dispositif depuis 2008. Il y a 2 126 000 jeunes. Sur ces 2 126 000, actuellement, il en reste 407 000. 407 000. À permaniser. Dont la majorité est dans le secteur administratif. Il y a eu des permanisations. Il y a eu des permanisations. Il y a eu des permanisations directes
parce qu'on n'a pas parlé d'un élément du DAIP aussi qui est très important. Il y a eu des pérennisations directes du DAIP vers un emploi durable. Il est estimé à 200 000, un peu plus de 200 000. Mais à côté, il y a ce qu'on appelle le contrat de travail aidé, qui lui est un contrat de travail au sens de la législation du travail. Et là, les pouvoirs publics, on va y revenir, subventionnent le salaire. Et vous avez quand même 314 000 jeunes qui ont été pris dans ce cadre-là. Sur les 1 700 000 qui sont sortis du DAIP, il y en a un certain nombre qui ont créé leur micro-entreprise, donc qui sont partis vers l'entrepreneuriat, d'autres qui se sont insérés par leurs propres moyens, d'autres qui ont repris leurs études, etc. Mais le DAIP, quels que soient les résultats, ne constitue qu'une contribution. Oui, c'est clair. On n'a pas dit que la politique d'insertion ne consistait qu'au DAIP, mais il se trouve que c'est le sujet de ce soir, Fodel Zaidi, et qu'il répond surtout à un segment du marché de l'emploi, celui des primo-demandeurs. C'est à cela qu'on s'intéresse ce soir. Jamal Abdelkader. Voilà, en fait, on va se compléter, on n'est pas en contradiction les uns avec les autres. Ce que disait mon ami de la CAP, l'intention généreuse des pouvoirs publics, tout le monde l'admet. Les chiffres sont là, etc. Mais nous, on est en train aujourd'hui de débattre de sa mise en œuvre sur le terrain réel. Et que ça fonctionne finalement. Voilà, et des mécanismes qui... ça ne sert à rien d'investir 1 million de dinars si ça doit rapporter 10 dinars. Le monde de l'entreprise, c'est un monde qui calcule. C'est pas comme un budget, c'est pas comme une gestion des finances publiques. Le monde de l'entreprise calcule ses coûts et quand il voit qu'un dispositif l'intéresse, je vous assure, moi, il y a des gens de l'entreprise, des DRH, ce sont mes relations, surtout avec les DRH, qui me disent ça ne coûte rien. C'est de la main-d'œuvre qui ne nous coûte rien. J'ai dit, ce n'est pas l'objectif d'un dispositif comme ça. Exact. Les entreprises, si à la limite, elles voulaient jouer le jeu, si elles n'étaient pas mues par le souci de donner une qualification, parce qu'il faut la vérifier, la qualification. Il ne suffit pas de décréter que je vous envoie 10 personnes et on les laisse et on les oublie. Il faut les suivre, il faut s'assurer que le transfert de qualification s'est opéré effectivement. Les gens, à la limite mal intentionnés, pourraient trouver de la main-d'œuvre gratuite. Ça ne coûte rien pendant l'année, tout est pris en charge par l'État. Et d'ailleurs, certaines institutions administratives publiques l'utilisent pour remplacer des emplois qu'ils n'ont pas. Zaidi l'a un peu dit, pour des raisons que... Donc, d'autre part, dans le monde de l'entreprise, il y a réellement une crise économique. Même si aujourd'hui le bâtiment, même si l'adage dit, je vais le contredire, quand le bâtiment va, tout va, ce n'est pas totalement vrai dans le monde de l'entreprise, dans l'industrie, dans un certain nombre de secteurs d'activité. Beaucoup souffrent d'un plan de charge, de manque de plan de charge. Et par conséquent, je me dis, au lieu d'investir dans le secteur économique par des instruments sociaux, je me dis, et c'est même pas de moi, c'est quelqu'un du FCE, le premier patron du FCE, c'était le Moudjahid du FCE avant le... C'est Omar Ramadan. C'est Omar Ramadan, c'est lui qui disait pourquoi autant d'argent injecté dans quelque chose qui ressemble un peu à l'aventure. Pourquoi ne pas le mettre dans l'économie, c'est-à-dire dans le monde de l'entreprise? Essayer de trouver un plan de charge, réinjecter dans le monde de l'entreprise et permettre à des entreprises qui connaissent des difficultés conjoncturelles de redémarrer. Juste, je termine s'il vous plaît. Sur cet inconfort quand on parle d'adéquation, quand on parle de prise en charge des jeunes, etc., dans le monde de l'entreprise en particulier, l'administration, c'est notre problématique. Je me dis aussi, même le monde de l'entreprise navigue un peu à vue. Mes amis des organisations patronales, je pourrais avoir des échanges spécialisés tout à l'heure, il n'y a pas, tu te rappelles, Zaidi, on parlait d'observatoire d'évolution des métiers. Aujourd'hui, bien malin celui qui va me dire où vont évoluer les métiers, il y a des métiers qui vont disparaître, d'autres qui vont naître, et bien malin celui qui va nous dire quelle adéquation, quelle formation, comment se projeter dans la... C'est une information nécessaire pour la formation notamment. Quelle formation, quel métier qui va... Voilà, merci à vous. Salah Abdessamad.
Il y a beaucoup de points, parce que là, on était sur un dispositif assez précis qui s'adresse à une population précise. Et de mon point de vue, peut-être être en contradiction, c'est un des dispositifs qui est le moins, pour moi, à connotation sociale. Oui. Parce qu'il place des primos dans le monde entier, dans les économies les plus ouvertes, dans les économies de marché, il y a ce type de dispositif d'insertion des primos. La deuxième chose, l'entreprise n'a aucune contrainte. Elle le prend parce qu'elle a une demande interne à pourvoir. Elle ne le prend pas parce c'est une obligation. L'obligation morale, la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est d'accompagner ce primo employé qui sort de l'université ou de la formation professionnelle, qui lui permet pendant ces 2 ans-là d'acquérir une véritable qualification. Qu'elle le permanise à son niveau ou qu'il sorte demain faire valoir cette nouvelle qualification, c'est quand même un parcours gagnant-gagnant pour les pouvoirs publics qui ont une responsabilité d'apporter des solutions pour ces primo-employés, pour l'employé qui a la responsabilité d'apprendre, de compléter sa formation, et pour l'entreprise qui, elle peut gagner un cadre à son niveau ou mettre un cadre sur le marché du travail. Donc, très sincèrement, on a dit beaucoup de choses sur les dispositifs, et certains, vous avez raison, étaient vraiment à connotation sociale. Et, alors, la deuxième chose, et là où je rejoins mon collègue de la CAP, il faut à un moment faire une halte et faire des évaluations. Il y a des dispositifs qui durent, on peut faire une évaluation ensemble, chacun de son point de vue. C'est vrai que sur le dispositif de stage, donc d'insertion, nous avons trouvé énormément de difficultés au début et même de dialogue avec les directeurs de centres de formation. C'est-à-dire qu'au niveau du terrain, au niveau de la mise en œuvre, il y a des problématiques qui doivent être discutées avec les acteurs. Et les acteurs sont les entreprises. Donc vous êtes d'accord sur ce point-là? Sur ce point-là, complètement. Je parle de mon expérience personnelle. Il y a une déconnexion entre le monde de l'entreprise et celui de la formation. Non, celle-là, on l'a traitée. Le forum des chefs d'entreprise l'a faite avec la formation professionnelle ou avec les universités. Nous avons discuté l'intégration des conseils d'administration au niveau de la formation professionnelle pour réaliser ces fameuses nomenclatures, pour donner de la visibilité sur les grandes filières qui se développent et au contraire des filières qui se meurent ou qui sont en régression. Bien sûr qu'il faut de la prospective. Il est impensable qu'une économie, non pas que les entreprises puissent naviguer à vue et qu'on puisse avoir un certain nombre d'éléments sur ce qui va venir. Et on a pu introduire, ce n'est pas des dizaines, mais des centaines de nouveaux métiers. Tous les métiers qui étaient autour du numérique, aujourd'hui, JLFCE a été créé aussi pour que des entreprises jeunes, dirigées par des jeunes, donnent leur avis sur des sujets qui concernent surtout la nouvelle économie. Oui, le digital notamment. Très sincèrement, au FCE, c'était principalement des entreprises industrielles, de grosses entreprises, mais on n'avait pas cette valence qui nous a été apportée aujourd'hui par des milliers d'emmaillage jeunes qui aujourd'hui ont eu la pertinence de faire des propositions. C'est la preuve que le travail, on va dire, en maillage donne des résultats. Je voudrais poser une autre question et vous proposer 2 données qui en fait se rapprochent et corroborent. D'abord les données de l'ONS, l'Office national des statistiques, qui disait il y a quelques mois en analyse de chiffres qu'il y avait énormément de personnes, d'Algériens qui refusent le travail pour 2 raisons principales, le salaire et parce qu'il s'agit du secteur privé. Il y a cette information de l'ONS. Il y a également les dernières données apportées par le ministre du Travail et de l'Emploi. 83% des postes qui ont été refusés par les demandeurs d'emploi, on parle du DAIP cette fois, 16% de ces refus émanent de diplômés universitaires. Donc on ne parle pas de personnes qui n'ont pas la capacité, l'éligibilité nécessaire. On parle d'un choix volontaire de ne pas y aller parce que c'est le secteur privé. Une chose, et deuxièmement parce que c'est mal payé. Voilà. Ce sont des universitaires. Alors, excusez-moi, ça fait pas longtemps qu'on a sponsorisé un grand salon d'emploi au niveau de l'organisation, et nous avons au niveau de la CAP des entreprises qui ont leur propre centre d'apprentissage. Dans le domaine touristique, on a Tougourt, on a Hassim Saoud, Alger. Laissez-moi, je vais vous dire, je vais parler de. Vous savez, le jeune Algérien. Moi, je suis universitaire, mes collègues aussi. Il sort, il est bac+5 comme il a dit mon collègue. Dans l'état d'esprit,
il sent que c'est dégradant. Il n'a pas l'esprit de... lorsqu'on leur dit c'est le stage, il dit je suis diplômé. La question, c'est comment revenir, comme il l'a dit, il faut qu'on écoute les gens. Et c'est un expert qui a parlé. Il faut revenir au niveau de la formation, revoir le mécanisme. Je parle des formations, par exemple, un TS qui a 3 ans, mais le dernier semestre ou la dernière année, il faut qu'il la passe dans l'entreprise. L'expérience des mondes entiers, soit il a cité l'Allemagne, on peut citer la Belgique, on peut citer tous les pays, ils ont le jeune est connecté de l'entreprise depuis sa première année de formation. Et cela, lorsqu'ils viennent, lorsqu'on parle des fois même dans la nomenclature des postes, responsable d'administration et finances, il ne connaît pas. Moi, j'ai fait financier ou j'ai fait RH. Il est déconnecté. On parle de la réalité. Donc on peut nous parler de chiffres, mais on parle de la réalité. Alors, ce qu'il y a... On parle de l'appréhension des primo-demandeurs par rapport au secteur privé. On nous a consulté pour l'aide de l'emploi comme le CTA et le CFE. On parle avec la formation professionnelle, ils ont ouvert les portes. On n'est pas en train de critiquer. Ils ont ouvert les portes, il y a une nouvelle nomenclature. Il y a une nouvelle nomenclature, voilà, il y a une nouvelle nomenclature qui répond à une jeunesse qui doit se prendre en charge. Comment se prendre en charge? Je suis plâtrier ou peintre ou informaticien, et je ne peux pas dire lorsque je sors de l'institut, j'étais mal formé. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. C'est pas ce qu'ils disent. Hein. Ils disent qu'on est mal payé. Non. Ils disent qu'on ne peut pas y aller. Moi, je reprends l'analyse de l'ONS. Hein. Ouais. Donc, je voudrais qu'on puisse répondre à ma question. Effectivement. S'il vous plaît, rapidement. Non, je confirme. On est à 45 minutes de l'émission. Vous allez tous m'en vouloir quand ce sera fini. Donc, essayez d'être concis. Je voudrais, madame, confirmer ce que vous dites. C'était mon directeur. Donc mais non, mais c'est plus votre directeur maintenant. C'est moi qui décide ici. Allez-y, rapidement, et on donne la parole à M. Zaidi. Très rapidement. C'est d'abord une représentation, un cliché sur le secteur privé. Oui. Il est réel. On ne dit pas n'importe quoi. Le privé est en train d'évoluer. Je vous dirai pourquoi. Voilà, c'est en train d'évoluer. Le privé dont il est question, je pense que ça concerne les TPE, les très petites entreprises qui ont des difficultés d'avoir un plan de charge. C'est une problématique qui consacre la précarité d'emploi. C'est une problématique, je vous assure, que j'ai entendue en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, quand j'assiste à des colloques. Les très petites entreprises qui emploient 1 ou 2 salariés, c'est l'employeur lui-même qui travaille. Exactement. Donc, il y a un problème de plan de charge. C'est un peu donc, si l'enquête, l'échantillon qui a servi à concerner les TPE, PME un peu pas à grande taille, je peux un peu le comprendre, mais c'est une problématique générale. Par contre, l'approche, c'est pour ça que je dis cliché, ceux qui considèrent que le secteur privé ne paye pas bien, ne déclare pas. Moi, j'entends souvent des gens dire que le secteur privé... il y a eu beaucoup d'évolutions dans alors que l'emploi, aujourd'hui, il est majoritairement... 70% du secteur privé. Absolument. C'est pour ça que j'allais contredire la statistique du même ONS. Hein, voilà. Et deuxièmement, moi, de la position où je suis, je regarde un peu les niveaux de rémunération. Ils ne sont pas du tout ce que le cliché est en train de nous dire. C'est des salaires, je vous assure, sans citer les entreprises. J'ai vu une DRH d'une grande entreprise internationale, qui est passée à l'entreprise privée algérienne, qui a quadruplé son salaire. Ça, je peux témoigner. C'est un secteur qui marche bien, ça, cette entreprise. Sur ce plan-là, de partir sur ce plan-là, j'aimerais rappeler que l'enquête de l'ONS, c'est une enquête ménage. Voilà. Donc, les enquêteurs vont dans des familles, ils questionnent les membres de la famille. Donc, et c'est les réponses qui sont traduites dans le cadre de l'enquête. Mais effectivement, il y a un phénomène de rejet d'un certain nombre de postes de travail, de secteurs d'activité et de secteurs juridiques. Je le confirme parce que nous enregistrons la même tendance au niveau des données de l'ANOM, de l'Agence nationale de l'emploi.
Bien, nous savons tous que le secteur de l'agriculture, le secteur du bâtiment exerce un effet répulsif auprès de nos jeunes. Mais déjà, en 9 mois, l'Agence nationale de l'emploi a enregistré 9800 refus de la part des jeunes. Et pour la plupart, c'est des questions de salaire ou c'est des questions de ne pas aller vers le secteur privé. Comme le dit mon ami Jamel, effectivement, il y a privé et privé. Il y a les grosses boîtes, par exemple, des boîtes du FCE, etc. Mais vous êtes bien passé pour savoir que le tissu entrepreneurial en Algérie est largement dominé par les PME. Mais il y a une chose que je voudrais souligner, c'est que le marché du travail est précaire. Oui. L'emploi, maintenant, c'est le secteur privé, chiffre à l'appui, c'est pour les 9 premiers mois. Les 9 premiers mois de l'année, 79% de déplacements effectués par l'ANEM l'ont été dans des entreprises privées. Oui. Mais il faut dire aussi que 98% des déplacements sont des CDD. Sont des contrats à durée de travail déterminés. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le secteur d'activité économique qui recrute le plus chez le privé? Le BTP. C'est l'industrie. C'est l'industrie. Non, ce qui est nouveau, c'est l'industrie. C'est l'industrie. Voilà, je pense que c'est nécessaire de le signaler. Il y a une évolution. Et il y a un certain nombre de groupes florissants qui recrutent énormément. Pour le BTP, ça se comprend. Durant les années 2000, etc., avec les gros marchés, etc. Il y avait un effort public. Bon, maintenant, il y a tout vient. Excusez-moi, je voulais juste... Moi, il y a 3 ou 4 éléments qui sont importants là. La première, c'est la statistique. Qu'aujourd'hui, je pense que là, c'est dépassé. L'emploi aujourd'hui, c'est au niveau du secteur privé. Tous les statistiques le disent. La deuxième chose, ce qui est important de rappeler également, c'est qu'il y a un problème aujourd'hui sur la valeur travail, que ça soit au niveau des universitaires ou sur des secteurs aujourd'hui qui ont énormément de mal à recruter. Aujourd'hui, le secteur du BTP a du mal à recruter. Le secteur de l'agriculture a aujourd'hui de très grandes difficultés à recruter. Quand on entend aujourd'hui un jeune diplômé qui refuse un placement dans une entreprise alors qu'il n'a aucune autre alternative. S'il y avait d'autres alternatives, la question ne se pose pas. Aujourd'hui, sur les salaires, aujourd'hui, je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut avoir de la statistique, il faut avoir un peu de recul, mais sur les salaires aujourd'hui, la plupart, c'est pour ça que je n'ai pas de statistiques, j'aime pas insister trop quand je n'ai pas des statistiques précises, mais la plupart des entreprises qui ont utilisé ce dispositif de placement ont complété le salaire de la personne 2 fois pratiquement ce que donne l'État. Ça veut dire qu'il est bien au-delà du SMIC pour un primo emploi. Très sincèrement, là il faut aussi aller chercher des questions au niveau social. Au niveau social, peut-être que la mue de l'économie de marché n'a pas été totalement faite. On est quand même dans un pays où l'aspect social est très important, où les dispositifs sociaux sont extrêmement importants. Et j'aimerais rassurer notre ami qu'en France, les dirigeants s'inquiètent parce que toutes les études statistiques des jeunes préfèrent aller travailler dans la fonction publique. Oui. Donc il n'y a pas que chez nous. Et ça, c'est les dernières enquêtes en France, puisque le président même s'ils ont un retour sur expérience très différent, étant donné que le tissu entrepreneurial est différent. Socialement, ce que vous dites est très intéressant. Je voudrais savoir, justement, ces jeunes qui donc, ont une appréhension par rapport au privé, et peut-être aussi par rapport au CDD, parce que aujourd'hui, que fait l'entreprise privée, puisque c'est celle qui recrute le plus? C'est le dernier point sur lequel, que fait l'entreprise privée pour motiver la mobilité de l'emploi? Puisque c'est ce que souhaite quand je dis précarité, la nouvelle économie, c'est la flexibilité. On ne peut pas faire 25 ans aujourd'hui dans une entreprise. Et aujourd'hui, bien au contraire, nous avons des cadres avec un turnover assez important. Des cadres aujourd'hui restent 4-5 ans dans une entreprise, ils passent dans une autre entreprise. Pour évoluer. Il y a une évolution et c'est la vie de l'entreprise, c'est la vie d'une économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus approcher un poste de travail comme il l'était il y a 30 ans. C'est fini, si vous permettez, il nous reste quelques minutes seulement. Si vous permettez, nous avons une frange de jeunesse de 19 ans à 30 ans qui sont dans nos rues. Et vous voyez un peu les chiffres des psychotropes. Et comment ramener ce jeune
à aller rentrer dans un centre de formation, apprendre un métier, avoir un bon dispositif, avoir un poste d'emploi. C'est ça la question la plus importante. Moi, je ne suis pas d'accord de parler secteur public, secteur privé. Pour moi, c'est un débat qui est dépassé, c'est l'entreprise algérienne. On ne peut plus dire secteur privé, secteur public. On est des entreprises algériennes. On participe à l'économie nationale. Tous comme on est. Maintenant, le débat qui est très important pour que ces jeunes puissent avoir de l'espoir. La problématique, c'est la qualité de la formation. Moi, je le dis, au nom de la CAP, il y a eu un dispositif qui a été, même des propositions qui ont été données à nos partenaires des pouvoirs publics, plus le partenaire social, qu'on ne l'oublie pas parce qu'il est un acteur dans ce dossier. On a dit que le diable, on préfère que vous le versez au niveau des entreprises, qu'ils partent pour améliorer la qualité du perfectionnement, pas la qualité de l'apprentissage. Cela veut dire que le jeune technicien ou l'ingénieur ou le licencié, ils sortent de l'université avec des aptitudes professionnelles. Il faut un engagement là, parce que si l'État vous verse l'argent aux entreprises et qu'ensuite elles ne remplissent pas leur engagement en termes de perfectionnement, vous dites que vous prenez des primo-demandeurs. Au lieu que l'argent, je le dis, normalement c'est un langage différent, au lieu que l'argent parte aux entreprises, ils partent à l'amélioration de la formation. Oui, je le dis, nous sommes responsables de nos dires. Oui. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la formation, nous n'avons pas écouté, nous avons des centres d'apprentissage et on sait de quoi on parle. Il faut écouter les gens qui ont des expériences sur le terrain. On va sûrement revenir sur ce sujet qui est très long, celui de la formation professionnelle. Moi, je voudrais pas qu'on termine l'émission avant de poser une question auquel vous deux allez répondre, M. Jamal Abdelkader et M. Fodel Zaidi. On parle de mobilité, on parle de flexibilité nécessaire. L'entreprise veut aller vers un nouveau paradigme, mais aujourd'hui, force est de croire que l'Algérien est focalisé sur le contrat à durée indéterminée, parce que c'est le modèle de l'entreprise publique, il faut le dire, il ne faut pas en avoir peur, de l'administration aussi. Parfois, des gens travaillent dans l'administration alors qu'ils n'ont même pas de travail, donc ce sont des postes fictifs qui sont simplement créés. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a lieu de croire que l'on s'oriente vers une loi ou une refonte du Code du travail qui confère? Est-ce que l'État aura le courage de le faire? Honnêtement, je crois que la législation actuelle se suffit par elle-même. Et d'ailleurs, le Code du travail a repris dans ses éléments généraux l'actuelle législation. Sur la problématique dans le monde de l'entreprise, c'est flexibilité, sécurité. Les salariés en France ou en Algérie préfèrent bien sûr la sécurité de l'emploi. C'est normal. C'est le CDI. C'est légitime pour se projeter, pour avoir un projet de vie, etc. etc. Mais je ne sais pas pourquoi vous comparez avec la France, j'ignore. Comparez avec la région, le Maroc, la Tunisie... c'est encore plus précaire. Oui, mais voilà, essayons de nous comparer par rapport à la région. Oui, il faut avoir un modèle. Oui. Ce n'est pas des modèles. L'exemple tunisien, marocain, ce n'est pas des modèles. Les Algériens ont toujours eu la mégalomanie de se projeter par rapport aux meilleurs. D'accord. On se compare par rapport au pape. Je disais donc, mais cette question de flexibilité, sécurité est sérieuse et réelle. L'entreprise a besoin de flexibilité. Je rejoins tout à fait ce que vous avez dit. Il ne faut plus réfléchir à faire carrière toute notre vie dans une seule entreprise. Le nomadisme, ce qu'on appelle le nomadisme en milieu de travail, n'est pas quelque chose de déhanté ou de grave aujourd'hui. Il est normal que quand ça ne marche plus, quand il n'y a plus de plan de charge ou lorsque les conditions de gestion de carrière ne sont pas là, je vais ailleurs pour me promouvoir, parce que l'emploi, ce n'est pas qu'un revenu. C'est aussi une façon d'avoir de l'épanouissement. Donc, l'économie, en général, a besoin de flexibilité. Après, quelle flexibilité? Est-ce que flexibilité signifie pour les uns précarité? C'est autre chose. Il ne faut pas les confondre. C'est deux concepts qui renvoient à des réalités très différentes. Il reste encore quelques secondes pour vous. Fodel Zaidi. Pour en revenir à ce concept de flexibilité, tu viens de le dire, il faut d'abord qu'on s'entende sur ce que c'est que la flexibilité. On peut parler de flexibilité géographique. Et là, justement, en Algérie, les conditions d'une mobilité géographique de la main-d'œuvre ne sont pas réunies. Parce qu'au niveau de l'ANEM, quand nous recevons des demandes d'emploi, le profil n'existe pas au niveau de l'agence de wilaya donnée, mais il existe en pléthore ailleurs. Mais ces gens-là ne peuvent pas venir pour un certain nombre de raisons, logement, etc. etc.
Il y a la flexibilité professionnelle. C'est vrai qu'on ne peut pas faire carrière éternellement dans une entreprise. Encore faut-il qu'il y ait des passerelles pour la formation et reconversion, pour passer d'un métier à un autre. Voilà. Maintenant, il y a cette dernière notion de flexibilité, et je pense qu'elle est comprise par la majorité des gens comme ça, c'est la liberté de licencier. La liberté de licencier, elle a été prise en charge. La liberté de licencier pour raisons économiques, depuis 1994, elle a été prise en charge à travers la création de la Caisse nationale d'assurance chômage. L'entrepreneur, s'il a un baisse de plan de charge pour des raisons économiques, il fait un volet social, il peut licencier. L'entreprise publique aujourd'hui... publique et privée, madame. Procède à des licenciements quand bien même elle est en difficulté financière. Oui, si elle est en difficulté financière, elle présente un dossier au niveau de la Caisse nationale... 400 000 emplois ont été perdus, surtout dans le secteur public, en 1994. Voilà, vous précisez, on parle de 90, années 90. Mais le dispositif, madame, est toujours en vigueur. Ça n'a pas été supprimé. La Caisse nationale d'assurance chômage est toujours là. Donc, une entreprise qui se plaint d'un manque de plan de charge, qui a des difficultés financières, qui a besoin de se restructurer, de se redéployer, de souffler pendant un certain temps, elle peut déposer un dossier au niveau de la CAF. L'employeur peut mettre ça, on en parle. Mais ça ne rentre pas dans la flexibilité. Donc, comme l'a dit Sidi Jamel, le code algérien est flexible. Il y a flexi, le volet social, il y a sécurité, il est pris en charge par la Caisse d'assurance sociale. Il est flexible du point de vue des institutions. Les institutions. On finit sur une note de... C'est la réalité. Mais la question, c'était beaucoup plus par rapport au contrat à durée déterminée, au contrat à durée indéterminée. Il y a un paradoxe, madame. La Caisse nationale d'assurance chômage existe toujours. Il y a des compressions d'effectifs qui s'opèrent encore en ce moment, mais personne ne vient à la Caisse nationale d'assurance chômage. La mesure douce. Bon, on finit l'émission sur une note relativement négative, c'est-à-dire voilà, la nécessaire comment dire, compression. Hein, c'est ça, on parle de compression. Non, pas la nécessaire, quand elle est justifiée, madame. Quand elle est justifiée, voilà. Merci à vous, Fodel Zaidi. Mais la note est positive, malgré les 4 années difficiles qu'on vient de passer. Vous voyez les chiffres du chômage, l'entreprise privée a préféré garder ses salariés, réduire la voilure, que de passer à des licenciements. Ça, c'est la réalité. Et que le taux de chômage est quasiment stationnaire, 11,1%. L'économie crée de l'emploi, comme l'a si bien dit notre ami, à la preuve, la baisse du taux de chômage entre avril 2017 et avril 2018 et septembre. Donc, la note, madame, nous la terminons sur une note positive. Voilà, le mot est dit. Merci Fodel Zaidi. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'emploi au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Merci monsieur Salahdine Abdelsemed, président de la CNCPME et vice-président du FCE. Merci à vous, monsieur Nadir Chirouk, vice-président de la Confédération algérienne du patronat. Et merci à notre expert de l'emploi, monsieur Jamal Abdelkader, patron du cabinet Training Development. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. J'espère qu'on a répondu à certaines de vos questions. C'est un sujet auquel on reviendra sûrement au cours de cette saison. Vous pouvez revoir cette émission pour ceux qui l'ont prise en cours de route demain entre 11h et midi. Sinon, le replay, comme d'habitude, sur la playlist de la chaîne YouTube de Canal Algérie. Très bonne soirée à tous.